J-4 avant le coup d'envoi de la WWDC 2022, une conférence mondiale des développeurs Apple qui va durer 5 jours. Le rideau va se lever sur iOS 16 et macOS 13 notamment, mais aussi peut-être sur de nouveaux Mac et pourquoi pas un One More Thing surprise pour clore la keynote. iWeek Live spécial en vidéo et en direct avec nous lundi dès 18h30 sur iWeek.news. Et si la prochaine grande révolution ne s'appelait ni les Apple Glass, ni l'Apple Car, mais l'Apple TV, alors que Matter est enfin vraiment annoncé pour cet automne, le petit boîtier d'Apple pourrait bien prendre du galon et devenir la pièce maîtresse de votre domotique en changeant, pourquoi pas de design, plus petit et moins cher. tvOS 16 regorgerait d'indices, c'est l'info de la semaine. On n'allait pas faire l'impasse sur ma maison connectée avec François Le Truédic et une nouvelle notamment qui plaira aux fans d'Alibaba. Tenez-vous prêts avec votre tapis volant. Et puis le tuto audio si vous avez la main verte ou si vous vous mettez au jardin, je vais vous expliquer comment utiliser votre iPhone pour identifier les plantes et les fleurs. Le 2 juin, ça sent bon la DubDub, la conférence mondiale des développeurs Apple, la Worldwide Developers Conference 2022. Elle démarre lundi depuis le cœur névralgique de l'Apple Park en Californie où plusieurs centaines de développeurs sont invités pour la première de ces 5 journées. Point d'orgue de ce lundi 6 juin 2022, ce sera la keynote d'ouverture. Elle est programmée à 19h heure française. On est donc à J-4 en ce jeudi soir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, et bonsoir les amis. Bonsoir. Hello. Hello, hello. Hello à vous trois, salut Elia Bitbol. Je rappelle que tu es le cofondateur de MCS, les Apple Premium Resellers dans le sud de la France, à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Tu es aussi président des APR en France, et je crois que toi aussi tu adores cette adrénaline des derniers jours avant la DubDub. Écoute, oui, mais en tant que geek, c'est une adrénaline pour les nouveaux produits et en tant que patron de boîte d'informatique, c'est le stress parce qu'il faut décider, est-ce qu'il faut commander des produits, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des annonces où on n'est pas sûr. Parce que figurez-vous qu'après 10 semaines de rupture de produits, les grossistes nous annoncent que dès lundi, il va y avoir pléthore des MacBook Air anciens. Alors, est-ce qu'il faut en commander, en réserver ? Ou alors est-ce qu'on attend au risque de se les faire piquer par quelqu'un d'autre? Mais c'est un stress, vous ne pouvez pas savoir. En fait, il y a 2 Eli en toi, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Bon, également avec nous ce soir, François Le Truédic. Je rappelle, François, que tu es enseignant à Vannes, mais tu es aussi, désormais, formateur indépendant. Bah oui, tu vois, il faut savoir se diversifier. Arrivé à bientôt 40 ans, il faut envisager des petites évolutions professionnelles. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir au mois de septembre. Je vous raconterai un peu plus en détail mes nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Bon, est-ce que tu sens aussi, toi, la pression qui monte ? Bah oui, je t'avoue qu'en tant que gestionnaire de parc informatique, c'est toujours très intéressant de voir ce qui va être présenté à la DubDub, comme disent les ricains, dans le sens où là cette année, enfin moi au mois de septembre, je vais encore utiliser mon Monterey en salle informatique, parce je garde toujours un an d'écart en fait. Nous en fait on fait nos installations en début d'année au mois de septembre, mais c'est la même installation qui court sur toute l'année universitaire, donc ce sera pour la rentrée de septembre 2023 au final. Maintenant, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'Apple va nous réserver et voir si le Mammoth nous satisfera ou pas. Un Mammoth qui est le nom potentiel de la prochaine version de macOS. Et puis, avec nous aussi ce soir, Fabrice Neumann, consultant en DSI externalisé pour les entreprises et mentor en technologie. Salut Fabrice. Olé. Salut à toutes et à tous. Bon, tu l'aimes cette attente, toi, avant la WWDC ? Oui, et puis c'est marrant, pour faire un peu la suite de ce que disait François, il y a beaucoup d'attentes, alors aussi beaucoup au niveau donc, logiciel et les annonces des nouveaux systèmes, et puis il y a certains de mes clients qui sont un peu geeks qui commencent à m'en parler aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir même voilà, des gens qui ne sont pas forcément dans la partie, et ils en entendent parler, c'est assez rigolo. Et
d'avoir des questions comme ça auxquelles répondre pour essayer de donner un avant-goût aussi, comme on va faire ce soir finalement tous ensemble, c'est chouette. Oui, parce qu'on va vous dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir et aussi tout ce qu'on ne sait pas. On va vous livrer nos pronostics et nos cotes sur les différentes rumeurs. Alors si vous attendez le Mac Pro Apple Silicon, le MacBook Air M2 ou les Apple Glass, on va se mouiller dans quelques instants. Chaque semaine désormais, dans la foulée de l'épisode hebdo, ça c'est aussi une nouvelle, on enregistre un bonus juste après le générique de fin, un bonus que notre communauté Patreon a découvert après l'épisode de la semaine dernière, en mode on a fini d'enregistrer mais en fait ça tourne toujours, sur un sujet qui changera chaque semaine. Alors pour en profiter c'est simple, patreon.com/iweek et bien sûr vous aurez la satisfaction également de nous soutenir financièrement et vous aurez notre reconnaissance éternelle. Allez, dans un instant, nos pronostics sur la keynote de la WWDC de lundi, avant ce qui pourrait être la prochaine révolution. Mais tout d'abord, un petit mot sur la quotidienne iWeek. C'était mardi, le lancement de la quotidienne iWeek qui a donc pris la suite d'i5. Je vous rappelle le principe, un changement de nom, changement de modèle aussi, puisque le payant sur abonnement réservé à Apple Podcast et à Spotify est devenu gratuit partout, sur toutes les plateformes de podcast, en tout cas toutes les plus grandes. Un basculement technique alors, qui a été un petit peu touchy, vous l'avez peut-être remarqué. Apple Podcast a encore une fois fait des siennes et il a fallu à peu près 48 heures pour que le flux se stabilise. François, on l'a bien amorti l'épisode du 6 septembre 2021 tous les deux? Ouais, bon, je savais pas comment vous le dire, mais en fait, j'ai piraté les serveurs d'Apple j'étais pas présent pour ce premier enregistrement de cette nouvelle version de l'aventure. Non, plus sérieusement, je t'avoue que quand j'ai eu la notification, je me suis empressé d'aller écouter ce que vous aviez raconté. Et puis, j'ai entendu ma voix et j'ai fait « Ouh là là, François, il va être temps que les vacances arrivent, tu te souviens même plus que c'est toi qui as participé, alors qu'en fait, c'était pas moi. » Et c'était tellement drôle parce qu'on parlait des prix possibles de l'iPhone 13 quand même. Ouais, quand même. Donc je suis pas allé jusque-là, mais on avait eu raison ou pas? Oui, je crois, mais pour un podcast d'actu, c'était un peu raté. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'épisode donc, de mardi, le premier épisode de la quotidienne iWeek, a été publié sur Apple Podcast, mais pour une raison qu'on n'a toujours pas comprise, et ça, c'est vraiment de la faute d'Apple, ils ont associé l'épisode avec le son de l'i5 du 6 septembre 2021. Donc ça donne un truc complètement incompréhensible. Donc il a fallu 2 jours pour que, en liaison avec notre hébergeur et avec Apple Podcast, on remette les choses dans l'ordre. Mais voilà, ça a été un tout petit peu compliqué. En revanche, on est bien arrivé partout. Enfin, presque bien partout. Google Podcast, ça a mis un peu plus de 24 heures. Sur Castro, si vous êtes utilisateur de Castro, ça a mis un petit peu de temps aussi, mais en tout cas, c'était OK dès le premier jour sur Amazon Music, sur Pocket Cast, sur Stitcher, sur Podcast Addict, sur SoundCloud, et aussi sur YouTube, puisqu'il y a une version, entre guillemets, vidéo de ce rendez-vous audio. Alors, vous ne nous voyez pas, mais ça permet d'avoir un débouché sur YouTube, et ça, c'est pas inintéressant, Ellie. Oui, j'ai trouvé ça très chouette. C'était d'ailleurs la première qu'on a pu écouter parce qu'elle a été disponible tout de suite. Avec une petite animation quand même, pour vous faire, pour vous distraire pendant que vous nous écoutez. Absolument. Alors l'accueil, quand même, merci à vous tous parce qu'il est assez exceptionnel. La quotidienne iWeek s'est retrouvée en quelques heures numéro 1 des podcasts technologie. Ça nous fait super plaisir, on y est toujours là à cet instant. Et puis, si on regarde le classement toute catégorie, eh bien le podcast n'en finit pas de monter. Et là, on chatouille le top 20, voire le top 10, Fabrice. Bah écoute, moi j'ai vu à un moment de la journée, j'étais en train d'installer le Mac d'un client, et puis comme ça prenait un peu le temps, je suis allé voir, et moi je nous ai trouvé dans le top 10, 10e dans le top 10, toute catégorie. J'étais tout content, je vous ai partagé ça tout de suite. Voilà, effectivement, comme tu dis, merci à tous. Il y a eu des vrais bons retours. Merci à tous ceux qui nous ont retweetés, qui nous ont aidés. Vraiment, c'était une belle journée pour ça aujourd'hui. Absolument, ouais, François. Moi, je t'avoue, quand on voit qu'on talonne des stars de l'humour comme Philippe Cavrivière, ça veut dire que nos vannes sont vraiment drôles, en fait. C'est plutôt positif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je dirais les tiennes, parce que maintenant, elles sont mondialement connues. Ah oui.
Bon, en tout cas, On a une star avec nous. vraiment, vraiment, ça fait très très chaud au cœur de voir votre enthousiasme, de sentir votre élan vers ce rendez-vous qui existait déjà, mais qui maintenant est vraiment disponible partout et gratuit, ce qui fait quand même de grosses différences. C'est bien pour ça on a voulu faire ce changement et pour l'instant, vous nous donnez raison, ce qui est vraiment, vraiment génial. Allez, on se retrouve dans 3 secondes pour ce qui est l'événement de la semaine prochaine, bien sûr, l'ouverture de la Worldwide Developer Conference, la WWDC. C'est pour lundi. On y est presque, en ce jeudi soir, plus que 4 jours, moins de 100 heures avant la keynote de la WWDC 2022. C'est prévu pour lundi soir, 19h heure française. On sera en direct avec vous pour un iWeek Live spécial dès 18h30 lundi. iWeek.news, c'est l'adresse pour nous suivre et vivre cette keynote avec nous. Alors on va évidemment dans un instant passer en revue toutes les possibilités, toutes les annonces, toutes les rumeurs. On va vous dire ce qu'on en pense, on va donner nos pronostics et nos cotes pour chacune des annonces qui pourraient être effectuées. D'abord un mot peut-être sur le programme, Ellie. C'est un rendez-vous pour les développeurs et c'est une année très particulière puisque le mode online est maintenu, mais les développeurs pourront se retrouver à l'Apple Park lundi. Oui, il y en a quelques-uns qui ont eu cette chance et donc ils seront dans le Steve Jobs Theater. Ils pourront assister à la projection de la keynote, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interlocuteur Apple en principe dans la salle, sauf peut-être 1 ou 2 personnes pour leur dire bonjour quand même. Peut-être que Tim passera une tête pour leur dire merci, vous êtes là. Ensuite, ils regarderont la keynote et ensuite, ils pourront assister à un certain nombre d'événements sur place. Ils auront le choix, un choix d'activité même. Pour qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est que avant, il y avait des tas de séances dans lesquelles les gens pouvaient se connecter, les regarder, et cette fois-ci, il y aura des ateliers un peu dans ce que tu appelais un mode lounge, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'y inscrire, mais après, ce sera peut-être, on ne sait pas, puisque c'est la première fois que ça va se passer, peut-être un mode de style Zoom où en fait les gens se verront les uns les autres plutôt que d'assister à une présentation. Peut-être qu'ils verront des ingénieurs Apple qui les verront pour ceux qui sont inscrits. Et donc, voilà, ça va donner plus d'interactivité qu'avant. Les développeurs auront l'impression de participer. Voilà, ça c'est nouveau. Effectivement, ouais. Il faut s'inscrire. Ils ont toute la semaine pour s'inscrire. Il faut le faire, si j'ai bien compris, avant le début de la WWDC afin d'être dans les starting blocks et de pouvoir ensuite participer aux différents ateliers. On va rappeler que cette journée du 6, alors, elle est ouverte à un petit nombre de développeurs qui ont dû postuler et qui ont été tirés au sort. Oui, mais c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, ils se payent le voyage et l'hôtel quand même, mais ils n'ont pas à débourser les $1 500 des années précédentes, ce qui est quand même une petite incentive quand même. Alors, la semaine dernière, on décrivait cette invitation, ce visuel avec ces 5 memojis de profil, dont cette femme au centre avec une paire de lunettes qui nous a un petit peu occupés. La nouveauté de la semaine, c'est que cette invitation sur le site d'Apple, elle est accompagnée d'une petite surprise en réalité augmentée, n'est-ce pas François ? Bah oui, comme à l'accoutumée, Apple nous a caché un petit module de réalité augmentée pour nous faire la démonstration une fois de plus que l'AR c'est super. Ça sert à chaque keynote seulement, mais en dehors de ça, c'est super bien, c'est pas grave. Donc là, cette fois-ci, on a le droit à une jolie pochette Panini pour collectionner les plus beaux memojis de la keynote. Il y en a 24 en tout, je crois que c'est ce que tu disais hier dans la quotidienne iWeek de mémoire. Je crois que alors, j'ai plus le chiffre exact en tête. Il y en a plus que 3 en tout cas, parce que c'est ça. Rappelez-nous le principe. Et vous pouvez ouvrir, enlever le paquet, etc. Enfin, c'est très très bien fait, mais comme je le disais dans la quotidienne hier, c'est quand même dommage que ces modules AR ne servent quasiment que quand il y a des keynotes. Moi, personnellement, je ne m'en sers quasiment jamais autrement. Est-ce que l'un de vous peut nous décrire ce qui se passe quand on cherche ce petit œuf de Pâques pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Pour ceux qui ne l'ont pas vu,
Il faut, quand on se rend avec Safari sur le lien de la WWDC, donc on fait apparaître cet objet, ensuite on peut le poser sur une table avec, pour ceux qui ont peut-être déjà fait, on prend, il faut faire le mouvement habituel de bouger l'iPhone pour faire un repérage d'une surface plane, un bureau par exemple, et puis on va pouvoir avoir ce petit paquet, comme disait François, genre Panini, étiquette Panini. De notre enfance. Alors du coup, j'ai appris en écoutant moi la quotidienne que ça existait encore. Moi, j'étais persuadé que c'était mort, et en fait non. Bien sûr. Et voilà. Et donc on peut toucher ça, on peut ouvrir le paquet, voir les cartes. Alors je rejoins François. Ça fait des années maintenant qu'on a ce genre de démonstration en réalité virtuelle, réalité. Enfin augmentée, je sais pas trop, réalité mixte. Augmentée, ouais, augmentée. Et c'est très bien, effectivement, on a envie d'en voir un peu plus. On peut quand même assez facilement imaginer un paquet de cartes comme ça. On pourrait imaginer que avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, on a nos mains virtuelles qui tiennent un jeu de cartes et on pourrait jouer aux cartes avec ça. Parce que par exemple, sur cette petite animation-là, on peut toucher les cartes, mais on peut aussi les jeter plus loin. Si on place le doigt sur l'écran là où il y a une carte et qu'on fait une petite pichenette vers le haut, hop, elle s'en va. Elle va un peu plus loin, donc ce serait comme d'aller aplatir une carte quand on joue à la belote sur la table. Donc voilà, on peut imaginer ça, mais là on est dans du commentaire de geek qui a envie de faire mumuse avec un nouveau casque de réalité virtuelle. mais clairement, c'est ça qu'on attend. C'est toutes ces petites entre guillemets technologies qu'Apple prépare depuis tant de temps, c'est comme les animojis, le fait que on puisse ça réagisse, personne ne s'en sert sur l'iPhone, mais on peut avoir une tête de renard ou de poule et puis ça reproduit les expressions du visage, donc personne ne s'en sert. Moi j'ai pas besoin pour avoir une tête de bip. Allez, les enfants s'en servent. Les enfants s'en servent. Peut-être, voilà, mais enfin pas beaucoup. Mais globalement, ce sont des technologies qui seront utilisées pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc voilà, les briques sont en place. Il y a plus que la clé de voûte pour que tout ça se mette en place, quoi. Ellie. C'est vrai que ça nous a coûté plusieurs centaines de briques, ouais, c'est pas faux. Mais ça sert pas. L'iPad Pro avec le lidar, ça a 3 ans, 4 ans, 3 ans. Ça commence à dater bien un peu. 3 ans, je pense. Ouais. Ellie. Et oui, juste quelque chose pour compléter. Il y a quand même une mention qui nous ramène quand même à la WWDC, puisque le paquet de cartes, il y a le logo de Swift, le langage de programmation qu'Apple met en avant. Absolument. Il y aura d'ailleurs une nouvelle version majeure. Avec cette mention, au départ, on s'est dit, mais pourquoi ils disent ça ? Code One, Code All. Donc je me suis penché sur la question. Et en fait, c'est parce qu'Apple va mettre en avant le fait qu'avec Swift UI, quand on code par exemple un logiciel pour iOS, ce logiciel va marcher sur iPadOS, mais il va aussi marcher sur macOS, puisque maintenant, il y a l'Universal Binaries, ce qui veut dire pour un développeur, développe ton logiciel, ça va tourner sur toutes les plateformes Apple. Et ça, Apple va le pousser en avant, encore une fois, et cette fois-ci, plus profondément que les années précédentes. Alors cette WWDC, donc destinée aux développeurs, elle va être l'occasion pour Apple de nous faire découvrir les prochaines versions de tous ces systèmes d'exploitation. Et quand je dis tout, on va y revenir. D'abord, il y a des systèmes connus, n'est-ce pas, mes amis ? Donc, en premier lieu, iOS 16 et iPadOS 16, macOS 13 évidemment pour le Mac, watchOS 9 pour l'Apple Watch, tvOS 16, on va en reparler pour l'Apple TV, la nouvelle version du logiciel des HomePod aussi, et puis c'est pas fini, mais déjà on peut commencer par cette liste-là d'OS actuels et existants. À quoi il faut s'attendre ? Est-ce qu'Apple pourrait ouvrir une nouvelle page avec l'un ou l'autre de ces OS ? Ou est-ce qu'on va être dans la continuité selon vous ? Au départ, les rumeurs disaient il n'y a rien à voir, circulez, vous allez être déçus, c'est juste une mise à jour incrémentale, il n'y aura rien. Et puis peu à peu, il y a des petites choses qui sortent. Alors iOS, on nous dit, ah oui, mais le lock screen, il va être complètement nouveau et refait, ça va être beaucoup mieux. Et attention, iPadOS, il va y avoir du fenêtrage et du multifenêtrage. Là, ça serait énorme, si c'est vrai. macOS 13, on n'a rien vu.
Mais il serait super temps. Hein. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Oui. macOS 13, on n'en sait pas grand-chose. WatchOS, encore moins. Bon, tvOS, alors là, le blackout total. Et quant à HomePod, de toute façon, c'est une mise à jour pour des enceintes, donc on ne saura jamais ce qui a changé. Bon, alors voilà pour les OS connus. Autant vous dire qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. Ce sera la surprise sans doute lundi soir. Si je vous dis Reality OS... Mais Reality OS 16 naturellement, parce qu'ils vont peut-être sauter des numéros, ils vont appeler ça 16 tout de Je ne suite. sais pas, ou 0 ou 1. C'est le système d'exploitation pour le Studio Display, c'est ça? C'est ça, François. Tu fais le malin. Hein. Bon, c'est censé être le système d'exploitation du futur casque de réalité virtuelle ou mixte, et aussi, dans un deuxième temps, des lunettes, les fameuses lunettes. On va parler des appareils après, mais d'abord l'OS. Est-ce qu'Apple n'a pas besoin, maintenant, de faire une première démonstration technologique de cet OS aux développeurs pour qu'ils puissent commencer à travailler sur leur logiciel? C'est même totalement indispensable. Je le disais en rigolant tout à l'heure avec l'histoire de l'AR, mais on voit que le vrai problème, c'est que la techno des capteurs LiDAR, etc., est sortie en fait de manière beaucoup trop tôt. C'est sorti et il n'y avait pas d'usage, et il n'y a toujours pas d'usage réel de ça. Je pense que si Apple veut réussir à produire un casque qui marche, il faut que les développeurs aient le temps de développer des choses pour que le jour où ça sortira, ce soit fonctionnel et ce soit bien. Je repense à l'histoire de l'Apple Watch. Il y a quand même eu quasiment 7 ou 8 mois entre le moment où le projet a été présenté et le moment où la Watch est vraiment sortie. Donc on n'aura sans doute pas de présentation du casque, mais on aura au moins une présentation de la techno, disant voilà ce qui va sortir, et à vous de jouer les développeurs pour que le jour où ça sorte, au moins ça fonctionne, quoi. Si je vous dis Reality OS dans 4 jours, vous me dites oui, de manière certaine? Oui. Vous mettriez vous mettriez une pièce dessus? Une pièce? Ouais. Fabrice? Je mets une pièce virtuelle en AR. Oui. Ouais, Un je Bitcoin? mets une pièce aussi parce que alors avec le parallèle avec la Watch est intéressant. La vraie question, c'est que il y a eu à ce moment-là la montre, si j'ose dire, a été montrée. Donc la Watch a été montrée, et puis avec une démonstration du soft qui a tellement évolué en plus depuis, parce que la première version de WatchOS n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Ils ne savaient pas encore à quoi ça servait, en gros. Ils ont trouvé après. Mais pour là, tout le monde semble s'accorder sur le fait qu'il n'y aura pas de démonstration du casque, il ne sera pas montré. Mais en revanche, il va bien falloir quand même que les développeurs soient prêts pour accueillir ce casque et toutes les applications, etc. Et donc faire une démonstration de réalité virtuelle, réalité augmentée, avec des outils quand même, quelque chose. Voilà, c'est bizarre, hein, mais il faut qu'ils en parlent, parce que même si le casque n'est montré qu'en 2023, il faut que les frameworks soient prêts, quoi. Ouais. Alors le point intéressant, c'est effectivement comment faire pour montrer un soft comme Reality OS ou ROS sans montrer le produit qui va le faire tourner. Ellie? En simulant un casque ou ce que verrait un utilisateur comme interface. On n'a pas besoin d'être dedans pour le voir, pour voir un concept. Et pour répondre à ce que disait François, souvent quand Apple essaie de sortir un nouveau produit, ça prend plus de temps que prévu parce qu'Apple est très exigeant sur la qualité et le peu de choses qu'on sait dans les rumeurs au niveau de ce casque. On est parti d'un simple casque de réalité virtuelle, comme on a vu chez Oculus par exemple, ou comme on a vu chez d'autres fabricants, PlayStation entre autres, sauf que celui d'Apple, c'est pas du tout ça. On nous parle d'un casque qui aurait 14 caméras, qui aurait 2 écrans 8K intégrés, donc vous imaginez ce qui... Et la clim. Non, ça c'est les lunettes, la clim. Ah bon, pardon. C'est les lunettes. Mais le casque aussi aurait besoin de clim, du coup, hein, si ça chauffe. Oui, c'est plutôt le casque qui en aurait besoin. Dans un casque, probablement. Enfin, dans des lunettes. Le brevet c'était sur les lunettes, mais on peut penser vrai, effectivement que le casque en aura besoin aussi si on est vraiment en immersion. Donc tout ça, ça prend du temps. Et Apple est très ambitieux. Ils ne peuvent pas sortir un casque qui sera un casque like ou un MeToo, si j'osais. Un casque MeToo, non, ça irait pas. Donc ça prend du temps. C'est quoi un casque MeToo?
Un casque qui ressemblerait à un autre. Ah bon, parce que MeToo, c'est déjà Non, pris, mais c'est pour ça que j'ai dit si j'osais. Non, mais parce qu'on n'a pas... Bah on oui, mais n'a t'as plus le droit osé, donc du coup, on n'a pas compris. Non, mais parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des expressions courantes de la langue anglaise sans tomber dans les dérives. Mais avant, on disait un produit MeToo, c'est un produit qui ressemble à un autre. Je suis désolé, je savais ça a pas. été comme ça Je savais pendant pas. des décennies. Mais je oui. savais pas. Ben, j'apprends un Bah, truc, tu vois. Moi, à mon Comme avis, ils vont se baser sur les Google Glasses génération 2 pour présenter ce que va faire Reality OS. Peut-être. On croit pas. Ouais, Mais une grande on verra. annonce d'accord avec Google, ils étaient tous les deux sur scène, tout ça, formidable. Alors quand même, deux infos qu'on a données cette semaine, enfin la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, dans High Five et la quotidienne iWeek, là on est entre les deux, du coup je suis plus sûr de mon coup, mais on les a donnés. La première news, ce sont ces brevets autour de Reality OS découverts par un certain Parker Ortolani qui a révélé sa découverte sur Twitter, des dépôts qui ont été faits le 8 décembre 2021 et donc 2 mois avant la première apparition de référence à Reality OS dans du code Apple. Ça sent plutôt bon, même si ces brevets ont été déposés par une boîte qui s'appelle Realitio Systems et qui est sans doute un prête-nom pour Apple. Et puis la deuxième info, vous savez que le casque, il a été montré aux membres du conseil d'administration d'Apple. Oui. Et donc ça sentait plutôt bon, a priori, quand on a appris cette présentation dans un cercle très fermé, mais présentation bien réelle. Et depuis, Ming-Chi Kuo nous a un petit peu refroidi en nous apprenant que le lancement du casque n'était pas pour 2022, mais ce serait plutôt pour 2023. Fabrice ? Bah oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est la réaction du board. Peut-être qu'ils ont eu une réaction à la Jean-Pierre Coff, mais c'est de la... Et donc, du coup, tout le monde s'est arrêté. C'est pas du jambon, hein. Donc, c'est ça aussi, ça a été montré, on en parlait justement dans High Five, donc à l'époque, c'était, bon, ça a été montré, est-ce que ils sont contents, est-ce qu'ils ont dit, ça marche bien ou pas assez, enfin, on se rappelle des histoires quand Jobs était encore là. Je salue... J'en profite pour saluer notre confrère Gilles qui n'est pas là, donc on l'embrasse et on va parler de Steve Jobs même s'il n'est pas là. On l'embrasse. On lui avait à Jobs présenté un iPod, il trouvait que c'était pas assez petit. On lui a répondu mais on peut pas faire plus petit. Mais si, regardez, il l'a acheté dans l'eau, il y avait des bulles, donc du coup on pouvait faire plus petit puisqu'il y avait encore de l'air dedans. Donc allez savoir. Allez savoir, peut-être qu'il y en a un. Ah oui, je pensais. Donc voilà, peut-être qu'il y en a quelques-uns des grands patrons qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas beau, ça marche pas. Enfin voilà, on n'en sait rien. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a un besoin de présenter un produit comme ça au board parce que je vous rappelle qu'Apple a investi. À l'époque, c'était 2 milliards de dollars dans l'AR. Donc maintenant, depuis, on doit être peut-être à 3 ou 4. Et à un moment donné où il va falloir faire de la production d'un produit à 3 000 $ en quantité industrielle, il faut quand même que le board... On ne sait pas encore ça. On ne sait pas, mais il faut bien que le board valide les nouveaux investissements nécessaires pour amener ce produit à un stade de production. Donc Apple doit vraiment mettre beaucoup d'argent sur la table et là, ils ont besoin du board. Il faut qu'ils voient que c'est un produit qui mérite la peine d'être produit. En tout cas, Ming-Chi Kuo et Mark Gurman sont d'accord pour une fois et ils estiment tous les deux qu'il est très improbable que ce casque soit présenté la semaine prochaine. Alors, tant qu'on y est, je vais vous poser la question sur l'autre produit un peu dans le même univers. Les Apple Glass, ces lunettes de réalité augmentée. Non. Je vois passer des tweets de gens qui considèrent que c'est une possibilité peut-être la semaine prochaine. Mais non. Non, on n'y est pas du tout là pour le coup. Là. Autant le casque existe, autant les Apple Glass, c'est encore sans doute au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. 2024, voire 2025, hélas. Ouais. Bon, moi, si je pouvais les avoir cette année, vraiment. On a l'enregistrement, on le repassera dans 2-3 ans quand tu te seras trompé peut-être. Ouais. Oui. Non, mais c'est 3 ans, enfin c'est comme l'écran de télé Apple, ce truc-là. On va en parler pendant des années. C'est déjà un serpent de mer alors qu'on en parle depuis... Intel avait présenté
un proto de quelque chose qui ressemblait à des lunettes. On pouvait prendre des photos avec. C'est un peu comme les lunettes de Snapchat, là. Oui, de Facebook. Ouais. Et il y a Snapchat qui a fait des lunettes, Facebook aussi. En gros, alors on fait un peu de buzz parce que c'est avec Ray-Ban, mais en fait, c'est des lunettes qui ne font rien et en plus pas longtemps. Donc, pour l'instant, les technos sont vraiment pas là, quoi. Bon, on va essayer. Il y a une grosse différence entre toutes ces lunettes-là et celles d'Apple. Et c'est ce qu'on a dit depuis le début, et je pense qu'Apple a raison, c'est que ces lunettes sont un système de display et de réaction certainement très novateur, mais toute la puissance de calcul sera dans l'iPhone dans la première génération. Donc, c'est-à-dire, ils ne vont pas faire des Google Glass avec une durée de batterie nulle et des possibilités limitées parce que l'intelligence est dans la lunette. Pas du tout. Ces lunettes vont être un écran de projection d'un logiciel qui sera sur l'iPhone. Et en ça, Apple est unique. François ? Ouais, moi j'espère qu'il y aura de la techno AirTags parce que encore aujourd'hui j'avais perdu mes lunettes et je me dis purée, ce serait pratique quand même d'avoir des lunettes avec un AirTag intégré, comme ça tu peux directement les localiser. Ça aurait servi à notre ancien Premier ministre aussi, je pense. C'est ce que j'allais dire, en France ça s'appellera la fonction Jean Castex. C'est pas con. Bon, donc voilà, le sort du casque est relativement réglé, le sort des lunettes est complètement réglé. Ce serait une gigantesque surprise que des lunettes soient au programme la semaine prochaine. On va passer à un sujet, pour le coup, il y a plus de probabilités, ce sont les Mac. Alors, le ou les Mac et lesquels qui veut commencer? Vous faites des têtes. Alors, est-ce que, chef, est-ce que je peux poser une question à Ellie, du coup parce que, oui, sous-chef. Vous êtes bien aimable. Si vous vous rappelez, du coup, j'ai raconté justement, je ne sais plus exactement où, que pour un client, j'avais commandé 2 MacBook Air en CTO parce qu'on est passé de 8 à 16 Go de RAM. Et, dans i5. Voilà, et c'était dans i5. Et la date de livraison, c'était le 7 juillet. Et donc, le lien aurait pu être justement, il n'y a pas de stock. Peut-être que c'est parce que le MacBook Air va être remplacé. C'est pour faire le lien avec la question qu'on aborde maintenant. Si finalement il y a du stock, ça ferait finalement ça retarder l'arrivée d'un nouveau. Alors, notre expérience là-dessus elle est mixte, c'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, les produits ne vont pas sortir en M2 et les grossistes ont été approvisionnés pour une raison mystérieuse après tellement de semaines de délai. Ou alors, il va y avoir du M2 et comme Apple nous fait souvent, ils ont récupéré tous les stocks invendus des Apple Store et des grossistes et ils les balancent chez nous pour toutes nos commandes. Et ils annoncent des nouveaux produits le lendemain. Ça, ils nous l'ont fait plein de fois. Mais je t'assure. C'est là où on se méfie le plus. Bon, alors je repose ma question. Parce que vous n'avez pas voulu répondre. Genre, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Combien de Mac ? D'abord, est-ce qu'il y aura des Mac ? Combien et lesquels ? Peut-être. François ? Alors François, je commence par François qui est l'optimiste de la bande. Pour une fois, je vais être le pessimiste. À mon avis, si on a un ordi, ce serait potentiellement présentation des nouveaux Mac Pro. À mon avis, pas dispo tout de suite, mais incessamment sous peu. Mais moi, je m'attends pas trop à des nouveautés matérielles. Je pense qu'il y a tellement de problèmes d'appro. Les usines en Chine qui vont tout juste commencer à se remettre en production à peu près standard, normal. À mon avis, on va pas avoir grand-chose en matière hardware. Et comme d'habitude, Benjamin va être déçu. Pas du tout. Non, la bonne nouvelle, c'est que le déconfinement à Shanghai a commencé hier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça. Pour les Chinois, pour les étrangers qui vivent à Shanghai. Et puis, ça veut dire que les usines vont pouvoir recommencer à tourner, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, sur le pronostic autour des Mac, est-ce que vous partagez celui de François dans le meilleur des cas, le Mac Pro et c'est tout? On avait dit l'autre jour Mac Pro et peut-être Mac Mini. Moi, c'était mes pronostics et il y avait un certain nombre de personnes qui étaient d'accord là-dessus. Je vois mal le MacBook Air, mais toutes les rumeurs disent que probablement oui. Alors, c'est là où maintenant j'ai des doutes. Mais moi, je voyais bien un Mac Pro, parce qu'à la dernière keynote, Apple avait fait une allusion à la sortie d'un Mac Pro quand même, donc oui, si vous vous rappelez. Donc, ils l'ont cité. Donc le Mac Pro, alors on ne dit pas avec M2, ça peut être un Mac Pro avec un processeur M1
Ultra, Giga. M1 extrême, on avait entendu. Giga. Extrême qui serait 2 Ultra. Bon, Giga si tu veux, avec 2 Ultra. Donc celui-là, oui, et peut-être un Mac Mini parce que c'est l'outil pour les développeurs. Peut-être pour travailler sur Reality OS, ils ont besoin de puissance. Donc, mais pour le MacBook Air, moi, je suis sceptique, vraiment. Fabrice, Ouais, qu'est-ce que ouais, tu dis, toi j'aime bien ce qu'a dit Ellie aussi, en complément à ce qu'a dit François, c'est-à-dire que le Mac Pro, je vois pas comment il ne pourrait pas au moins en parler, l'annoncer. Il sera pas disponible, soit, mais et aussi pour rappel que on est aux 2 ans de l'annonce de la transition vers les Oui. puces Apple, et ils ont dit que ça prendrait 2 ans. Alors Oui, mais je vois mal Apple dire oh bah écoutez, on n'a pas réussi parce qu'il y a eu la pandémie, on est désolé, on n'a pas réussi. Ils pourront très bien présenter un Mac Pro ou en reparler disant que ça va pas tarder et ce sera disponible à la fin de l'année, donc le premier modèle sera vendu le 31 décembre à 22h15. Et voilà, mais ils sont obligés d'en parler, c'est pas possible, quoi. donc pour toi, ils sont Alors, en tu fait, disais mai sur la transition. ils sont Je suis obligés, d'accord. par leur propre deadline, en fait, c'est ça. Ouais, Bah oui. oui. Voilà, ils ont dit 2 ans pour la transition complète, donc l'abandon des puces Intel. Donc voilà. Moi, je persiste. Sinon, pour terminer là-dessus, je persiste. J'ai vraiment du mal à imaginer un MacBook Air arriver avec un M2. Je pense pas que le M2 soit annoncé à la WWDC. Et le Mac Mini un peu boosté, qui serait un Mac Mini avec un M1 Pro par exemple, juste ça, parce que c'est ça qui manque dans la gamme. Hein. On rappelle que le Mac Mini, il y a le M1 tout court, ensuite il y a le Mac Studio avec le M1 Max et M1 Ultra, mais il n'y a pas de Mac de bureau avec un M1 Pro. Donc ça manque, et ça ferait plaisir aux développeurs pour avoir une machine un peu plus boostée, notamment qui pourrait monter à 32 Go de RAM. Pour pas trop cher. Voilà. Alors, je te passe la main, François. Juste, il y a un truc que j'ai envie de vous rappeler sur la transition de 2 ans, c'est que on peut aussi considérer que la transition de 2 ans, elle a commencé le jour où le M1 est vraiment arrivé. Donc, ça mettrait en fait 2 ans, mais à partir du mois de novembre seulement. Oui, mais ça peut être pareil. Là, du coup, Apple peut tu jouer fais là-dessus. l'annonce, tu présentes le Mac Pro, parce qu'il est vraiment, en plus, c'est l'endroit rêvé et unique pour présenter ça. C'est pour les pros, c'est pour les développeurs, c'est ceux qui seront là qui vont regarder. Alors, en disant, si, on y travaille, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient lancé leur fameux Mac Pro en forme de poubelle de table, là. Et puis bon, ça s'est planté, et ils avaient fait une petite table ronde avec quelques journalistes et blogueurs là bien en vue pour dire bon, on s'est planté, on travaille sur autre chose. Ils pourraient continuer dans cette même veine en disant on n'a pas oublié, le Mac Pro il est presque prêt, il sera disponible avant la fin de l'année, etc. C'est vraiment l'endroit pour le si ce n'est le lancer, au moins en parler. Bon, donc je vous parle pas du reste, pas de MacBook Pro, pas d'iMac grand écran. Octobre. Pas d'iMac Pro. Octobre. Ce iMac grand écran, il devait sortir, mais a priori, il a été reporté. Et pourquoi pas de MacBook Pro, je sais pas, une mise à jour des MacBook Pro par exemple? Parce que ça sortira 6 mois après les MacBook Air M2, suivant le rythme des produits, parce qu'il le sortirait avec quel processeur? Bah oui, il faut passer à autre chose là. Bien sûr. Bon, je suis obligé. J'ai pas le choix, monsieur, dame. Je suis obligé de vous poser la question. Apple Car? Non. C'est peut-être pour ça que CJ Moore est parti il y a quelques jours. Pour Luminar, non, mais le spécialiste du lidar qui s'en va. Voilà. Vous avez vu que DeLorean a annoncé une voiture électrique de rêve. Je sais pas si vous l'avez vu. Quelle folie cette voiture. Bon, bah, ils peuvent peut-être mettre une une pomme devant, non, pour... Disponible en 2035. Ouais. Non, un autre truc, une autre catégorie de produits qu'on n'a pas évoqué, c'est les écrans. Il y a un Studio Display 2 un peu plus grand, en écran OLED ou quelque chose comme ça, qui commence à bruisser. Ou mini LED, pardon. Ouais. Un Studio Display Pro. Oui. Voilà. Mais ils ont dit octobre. Hein.
Octobre. Voilà, mais avec la pénurie de composants, ceci, cela, ça aussi, ce serait un peu bizarre de l'annoncer maintenant, mais ça pourrait être aussi quelque chose pour faire patienter aussi, en disant, voilà, Ouais. avec une bonne webcam dedans. Elle marche pas si mal depuis la version finale. On a fait un test l'autre jour. Bon, j'ai pas pu faire le test avec François pour l'instant, mais écoute, j'ai installé la version finale et Ouais. ça a progressé. Hein. Faut vraiment que je le compare avec un iMac pour pouvoir te dire. Mais vraiment, c'est beaucoup mieux que les 2 premières versions en tout cas. Bon, s'il y avait un One More Thing lundi soir, qu'est-ce que ce serait selon vous? À mon avis, le One More Thing, ça pourrait être Reality OS. Il pourrait terminer là-dessus en disant nous vous avons présenté toutes les nouveautés, macOS, iPadOS, etc. Mais aujourd'hui marque un grand jour, un nouveau système d'exploitation va arriver, etc. Ça pourrait être ça. Oui, d'accord. Ça vaut un One More Thing, parce que le One More Thing, c'est quand même high level. Hein. Ben, Reality OS, c'est juste énorme. Hein. Ouais, mais s'ils peuvent rien montrer parce que le casque est pas prêt... Ah, mais ils peuvent parler des principes et faire quelques démonstrations qu'on verra sur grand écran. On n'a pas besoin d'un casque pour voir un concept. Hein. Ouais, mais ça a toujours été un produit, le One More Thing, non? Ça a jamais été moi, je verrais plus le Mac un Pro, OS. justement. Peut-être. Je verrais plus le Mac Pro avec les démos de ROS avant, quoi. On pourrait imaginer des démos de ROS. Alors, on voit pas de casque, mais on voit la vue que quelqu'un aurait portant un casque. Comme ça, on parle pas de matériel. Et puis on fait la démo et puis on dit aux développeurs, regardez, alors n'oubliez pas le format des objets 3D USDZ d'Apple qui est formidable, qui fait ceci, cela, comment on les crée, comment on les intègre, et puis le One More Thing pour moi c'est le Mac Pro, ouais, c'est un produit. Justement, il y a un exemple, ça me vient juste à l'esprit de dire, est-ce qu'on peut montrer Reality OS sans avoir le casque? La réponse est oui. Si vous regardez les boutiques Meta, il y a maintenant des vidéos qui circulent un peu partout. Il y a des gens qui mettent le casque, et puis il y a un énorme écran à côté qui montre à toutes les autres personnes qui sont dans la boutique ce que voit la personne avec le casque. Donc c'est parfaitement possible de le faire, quitte même à avoir un mec en backstage qui porterait un casque Apple qu'on ne verrait pas bien sûr, et qui ferait une interaction et on verrait sur grand écran ce qu'il est en train de faire. Ça c'est tout à fait possible. Bon, le 6 juin, donc lundi prochain, ce sera aussi le jour de la keynote sur l'état de l'Union. Tu nous disais, Ellie, que c'était un peu le pendant pour Apple de ce que fait le président des États-Unis une fois par an devant le Congrès. Oui. Lundi prochain, ce sera aussi la proclamation des lauréats des Apple Design Awards. Et le débarquement en Normandie aussi, oui, au passage. Bien sûr. J'allais dire ça, oui. Mais alors, c'est pas l'Apple Park pour le coup. Non. Bon, en tout cas, ces trophées, hein, ce sont des récompenses qui peuvent changer beaucoup de choses pour un petit éditeur, un développeur. Parce que remporter un de ces trophées, c'est vraiment une exposition mondiale. Donc, il y a beaucoup d'attentes dans les 6 catégories que sont l'inclusivité, l'amusement, l'interaction, l'impact social, le graphisme et l'innovation. Il y a 6 finalistes dans chaque catégorie. Ils ont été annoncés hier, mercredi. Et donc, le suspense... viendra à son terme aussi. Lundi, ce sera dans la nuit de lundi à mardi, d'ailleurs, heure française, à 2h du matin. Cérémonie qui devrait être disponible en streaming si vous voulez la suivre. Et puis nous, on vous rappelle que pour cette keynote de la WWDC 2022, on sera évidemment au rendez-vous, toute l'équipe avec un iWeek Live spécial. On vous attend lundi dès 18h30 heure française sur iWeek.news. On sera en direct et en vidéo et on suivra toute cette keynote avec vous. Oui, Ellie. Juste pour dire que pour la présentation justement des Design Awards à 2h du matin, on compte beaucoup sur toi parce que tu es le seul capable d'être réveillé à cette heure tardive de la nuit. Je serai pas loin. C'est promis. Bon, merci beaucoup pour ce tour très complet de nos pronostics avant la keynote. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler d'un produit Apple qu'on n'a pas cité et c'était volontaire. À tout de suite. Et si la prochaine révolution s'appelait l'Apple TV ? tvOS 16 annoncerait une évolution très importante de la place de l'Apple TV, évolution de son rôle, mais aussi potentiellement de son form factor et de son prix peut-être.
avec pourquoi pas un petit stick à mettre dans un port HDMI de son écran, ou alors une barre de son, qui sait. À quelques mois de la déferlante Matter qui va considérablement simplifier la domotique avec un seul standard qui les acceptera tous. Et si l'Apple TV était l'une des surprises de lundi? Je sais que François, Élie, c'est un sujet qui vous parle. Élie, c'est un de tes produits chouchou, l'Apple TV. Oui, c'est mon produit préféré après l'iPhone et j'aimerais tellement qu'il évolue et qu'il prenne sa vraie place. Je ne sais pas si c'est pour la WWDC, mais en tout cas, si ce n'est pas à ce moment-là, ça sera pour la rentrée, puisque tvOS 16 parle effectivement d'un certain nombre de nouveautés. Les Apple TV ont plutôt tendance à sortir à peu près en même temps que des iPhones et des Apple Watch quand elles sortent. Hein. Donc, je ne sais pas si la WWDC, c'est l'endroit. Hein. Ça serait une grosse surprise. Mais qu'elle évolue à la rentrée, ça serait déjà une très 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 bonne chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que c'est lié à l'arrivée imminente de Matter, à votre avis? Disons qu'à partir du moment où on va avoir un protocole qui est interopérable avec des tas d'autres fournisseurs d'objets connectés, il faut bien que le concentrateur qui est l'Apple TV, parce qu'il y a aussi un autre concentrateur qui est le HomePod, mais le HomePod, l'interaction est un peu limitée quand même, qu'on puisse avoir une vraie application maison sur l'écran de l'Apple TV, qu'on puisse interagir autrement qu'en disant affiche les caméras et on a les caméras à l'écran, enlève les caméras. Ça serait quand même mieux et beaucoup plus intéressant si on pouvait utiliser ce hub domotique pour faire de la domotique. François, tu n'avais pas l'air d'y croire. Non, mais en fait, la dernière version de l'Apple TV, le HomePod mini sont déjà compatibles Matter, si je dis pas de bêtises. Non, ils sont concentrateurs Thread, autant pour moi, j'allais dire une grosse bêtise. Thread, mais Matter, c'est une évolution de Thread. Hein, donc, logiquement, ça le sera. Enfin, on peut supputer que ce sera compatible Matter. Matter, pardon, excuse-moi, Fabrice. Du coup, moi je rejoins Ellie sur le fait qu'il faudrait une vraie application maison sur l'Apple TV, un vrai hub. Moi j'aimerais bien, on a beaucoup parlé du HomePod avec écran aussi. J'ai vu pas mal de gens qui font ça avec des tablettes Google pour avoir leur application Google Home à l'entrée de leur maison avec pouvoir piloter toutes les lumières. Moi j'aimerais bien qu'Apple nous ponde quelque chose comme ça, d'avoir à l'entrée un panneau de contrôle complet. Ça se fait beaucoup en domotique, mais un tableau à la sauce Apple intégré à HomeKit, ça pourrait être vraiment sympa. Ça s'appelle un iPad mini, mais ça vaut un certain prix. Ouais. C'est ça. Mon avis, connaissant Apple, s'ils développent un truc comme ça, ce sera dans les prix de l'iPad mini. Mais j'attends, moi, personnellement, surtout du côté d'HomeKit, quoi. Mais pour moi, c'est lié. Ouais. Et alors, côté télé, pourquoi est-ce qu'Apple fait pas un Apple TV façon Chromecast à $49, qui est juste un petit dongle à brancher sur sa télé? Ils ont aucun intérêt à faire ça. Quelle serait la valeur ajoutée? Il n'y en a pas. Je sais pas. Il y en a pas parce que moi je suis pas très optimiste sur l'Apple TV, que j'aime pourtant beaucoup aussi, mais je sais pas comment c'est pour vous. Moi j'ai des exemples autour de moi de gens qui ont des Apple TV parfois grâce à moi, qui l'ont rangé dans le tiroir parce que ou à cause de moi effectivement, rangé dans le tiroir parce que leur télé finalement il y a un bouton Netflix sur la télécommande et puis maintenant il y a un bouton Amazon Prime Video. Et donc la démarche d'Apple, c'est d'avoir aussi le bouton Apple TV+ sur la télécommande de la Smart TV. La démarche d'avoir un boîtier Apple TV, c'est cher, ça demande un vrai effort de motivation. Justement. Les gens connaissent pas, et donc du coup ça développe pas de service. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on va vers un développement de produits comme évoquait François, un HomePod avec un écran, quelque chose qui puisse servir justement de concentrateur et éventuellement un peu visuel. Ça, ce serait vraiment intéressant, mais que l'Apple TV là-dedans a de moins en moins de marché. Le marché était déjà petit, surtout alors. On parle de la France. En France, le marché de l'Apple TV était vraiment petit parce que depuis très longtemps, on a les box triple play, quadruple play, etc. Donc les gens n'avaient pas besoin de ça. Aux États-Unis, peut-être un peu plus. Mais même là, avec les Smart TV, maintenant, les gens
plus tellement envie, quoi. Et du coup, un stick, comme tu t'évoques, je crois que le marché n'est pas très grand non plus. Hein. Les Fire TV Stick, des machins comme ça se vend pas non plus, quoi. Il y a quelque chose qui vient compléter ce que tu as dit. N'oublie pas que des grands acteurs comme Canal+ et Free proposent l'Apple TV comme une alternative de connexion. Donc comme une deuxième box, et ça coûte beaucoup moins cher. Et les deux le proposent. Hein. Donc, alors on ne voit pas tellement les chiffres des ventes d'Apple TV chez Canal+ et Free, mais ils doivent trouver la plateforme suffisamment intéressante pour qu'ils la proposent comme une alternative de leur décodeur. Bon, bah écoutez, on voulait poser la question en tout cas de ce qui attend l'Apple TV, peut-être quand même pour tvOS une évolution significative à partir de la semaine prochaine. On en saura évidemment plus lundi lors de la keynote qu'on espère que vous suivrez avec nous. Dans un instant, on passe à Pommes, les 3 news de la semaine. Et on commence par cette pub. Alors, on en a parlé avec Kelly dans l'ex i5. Cette pub qui a vraiment l'air très authentique. 15 secondes pour Apple Pay. Une pub thaïlandaise dans laquelle on voit très clairement les contours du design du futur iPhone 14 avec le remplaçant de l'encoche, à savoir le fameux point d'exclamation à l'horizontale. J'ai posé la question à Ellie, donc je connais sa réponse, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous demander à vous, Fabrice et François, si vous avez l'impression que cette vidéo est un vrai leak, une fuite, ou alors un joli fake. Un indice, le lien YouTube pour voir la vidéo n'est plus valide. La vidéo est maintenant marquée en mode privé. Alors peut-être que les avocats d'Apple ont toqué à la porte de la personne en question pour dire « Dis donc, t'es gentil, mais tu l'enlèves ». Probable, possible. Voilà. Après, ça fait tellement longtemps là maintenant qu'on parle de ce point d'exclamation ou de ce i, selon la façon dont on le regarde, que ce sera forcément vrai, j'imagine, pour les iPhone 14. François ? Ouais, moi je vais mettre les points sur les i, pardon, j'étais obligé de la faire. Non, à mon avis, on s'y attend, donc j'aurais tendance plutôt à dire un fake. Ça me paraît tôt pour des fuites quand même, enfin pour des leaks. On était qu'au mois de mai à l'époque où c'est sorti, les iPhones sont entendus pour le mois de septembre. Je suis pas sûr qu'ils soient déjà en train de bosser sur les pubs, faire les préparations, les synopsis, les storyboards, oui, mais pas plus. Bon, en fait, c'est presque trop facile. Aujourd'hui, on a vu des fakes ou des rendus, en tout cas, de ce que pourrait être un iPhone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de faire un rendu d'un produit complet comme un iPhone. Là, c'est juste un contour. Donc, c'est je veux dire, presque un stagiaire de 4e en design est capable de le faire. Hein. Donc, c'est presque trop facile pour être vrai. Bon, écoutez, en tout cas, le fake est bien fait. On va dire ça comme ça. Il a l'air sérieux pour être. Et on verra dans quelques mois si cette vidéo sortira de manière officielle. La deuxième info, d'abord, c'est un anniversaire, les 15 ans de Street View, c'était il y a quelques jours. Tokyo, la 12e ville, a bénéficié des dernières innovations de plan côté Apple. Donc le rendu en 3D hyper détaillé et aussi le mode balade à pied avec navigation en réalité augmentée. Et puis alors qu'on se lamentait, Ellie, que la France ne soit toujours pas considérée par ces innovations, et apparemment il y a pas mal de petites caméras d'Apple Plan qui sillonnent la France en ce moment. Ça a démarré et ils ont choisi de démarrer par Nice, ce qui est une bonne chose. Mais je n'ai pas vu la voiture. Hein. J'ai pourtant guetté devant le magasin. Il n'est pas passé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Tu feras coucou naturellement dès que la voiture passe. Ben oui, mais il cache les images après. Bon, si tu pouvais éviter de montrer tes fesses, ce serait bien, Ellie, parce que tu l'as déjà fait sur Google Street View. Donc, oui. Un grand moment. Et Gilles veut mettre une banderole iWeek sur sa voiture pour quand la caméra passera.
J'ai adoré l'idée, Gilles. On t'embrasse. Non, sérieusement, ça veut dire quoi? Que sans doute on va être les prochains ou quasiment les prochains sur la liste, c'est ça que tu veux dire? Oui, sauf qu'il faut 6 mois pour compiler tout ça, hein. Les données voitures plus les données des caméras qui sont sur un sac à dos pour les zones piétonnes. Et tout ça validé, intégré dans la base TomTom, parce qu'ils utilisent une base TomTom pour la navigation. Et ça peut prendre 6 mois. Mais on peut espérer que cette année, peut-être pour Noël, ou peut-être à la sortie d'iOS 16, on ait enfin la France. Ouais. Parce qu'après tout, ils l'ont fait pour des tas d'endroits comme l'Espagne et l'Italie. Alors pourquoi pas nous? C'est vrai. Bon, on en saura Le peut-être plus la petit semaine Élie prochaine. demande pour Noël un cadeau de la part d'Apple Plan, s'il vous plaît. Bon, ça peut Mais aussi... surtout, vous savez, excuse-moi, le responsable d'Apple Plan est français, à Eh oui. Cupertino. Mais soit il est fâché avec son pays, soit je sais pas. Il faut que le président l'appelle. Il a bien réussi à garder Mbappé. Il va bien nous faire un truc pour Plan, hein. Bon, ça peut aussi peut-être bouger la semaine prochaine, ça. On sait jamais. On sait jamais. Bon, la troisième news de la semaine, c'est la programmation de Vivatech 2022 qui a été dévoilée mardi matin. Alors, Tim Cook, qui était là à distance l'année dernière, n'est pas prévu au programme. Et même si des annonces de dernière minute sont probables, j'ai eu une confirmation à 99,99% que Tim Cook ne serait pas à Vivatech cette année. Il y a quand même un beau plateau d'intervenants. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Yann LeCun, le grand patron de l'intelligence artificielle chez Meta Facebook. Ça va être intéressant de l'écouter, évidemment, notamment par rapport au métaverse et puis peut-être aussi par rapport aux données personnelles. Le CEO et cofondateur de Snap, Evan Spiegel, sera là lui aussi. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, la crypto-monnaie qui concurrence le Bitcoin. Vivatech aussi avec Eric Schmidt, qu'on a longtemps connu chez Google, hein, qui était au conseil d'administration d'Apple aussi à une certaine époque, jusqu'à la brouille, on va dire, avec Google. La nouvelle patronne d'Orange, Christelle Edman, ce sera sa première apparition publique depuis le départ de Stéphane Richard. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, lui aussi sera là pour parler, j'imagine, des nouveaux règlements DSA et DMA. Et puis, Epic Games sera là aussi représenté, pas par son CEO, Tim Sweeney, mais par une VP de mémoire qui sera là aussi. Donc, Epic Games représenté... Alors, j'ai pas parlé d'Apple, j'ai juste dit que Tim Cook ne serait pas là, mais Apple ne sera pas complètement absent puisque Sumbul Desai, la vice-présidente chargée de la santé, aura sa conférence elle aussi, et on imagine qu'il sera beaucoup question de l'Apple Watch et peut-être aussi de ce qui aura été annoncé 10 jours plus tôt, c'est-à-dire lundi à la keynote de la WWDC. Peut-être qu'on aura droit à une première présentation en France de certaines des annonces de lundi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nous laisse de glace. C'est ça. Non, mais par rapport à la santé, je pense que les évolutions d'iOS 16, de WatchOS 9, on les verra au mois de septembre avec la sortie de la nouvelle Apple Watch qui peut-être aura de nouvelles fonctionnalités santé. On en a pas mal, on en parle depuis un paquet de mois, voire d'années. Le calcul du taux de glucose, on avait parlé de la température, on a parlé de tout ça. Donc peut-être que ça arrivera, mais à mon avis, si ça arrive, ce sera annoncé plutôt au mois de septembre. Et puis pour finir ce POMS, quand même un petit hommage d'abord à cette collection extraordinaire qui se trouve à Dubaï. C'est Jimmy Growal qui est sans doute l'un des plus gros collectionneurs de produits Apple Vintage. Il met aux enchères un exemplaire assez exceptionnel de l'Apple I. C'était le 89e Apple I fabriqué par les deux Steve à l'époque. Donc il est très très beau sur un plateau en bois, tout y est, hein, le petit moniteur Sanyo, le lecteur de cassette, la carte mémoire a été signée l'an dernier par Steve Wozniak lui-même. Il était très très surpris et très heureux de croiser un Apple I dans un aussi bon état. Alors les enchères, elles ont ouvert il y a quelques minutes en ce jeudi soir, il était 18h heure française, ça se passe sur eBay, la mise à prix
C'était 99 cents, mais les estimations frôlent les 500 000 $. Voilà, si vous avez envie de tenter votre chance, vous avez jusqu'au 12 juin sur eBay pour aller jeter un œil à cet Apple 1. Une adresse, le site aaplcollection.com/auction, AUCTION. 3 rumeurs cette semaine. On commence par le retard, les 3 semaines de retard qu'aurait pris la production des différents modèles d'iPhone 14. On se posait la question dans i5 de l'impact de ce retard sur peut-être la keynote de rentrée, un éventuel décalage ou la disponibilité en toute petite quantité de l'iPhone 14 au moment du lancement. On parle de 220 millions d'unités dans l'année contre les 240 millions attendus. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le lancement de cette gamme, Ellie? Je ne crois pas. Je pense que la gamme sera lancée. Apple joue trop gros s'ils ne présentent pas quelque chose. Après qu'ils annoncent des délais, c'est pas très embêtant. C'est embêtant pour nous parce qu'on a des clients qui râlent, mais les clients sont maintenant habitués à ce qu'il y ait un peu de pénurie au lancement et Apple sait très bien jouer de ça. Donc l'important, c'est que les produits soient annoncés, que les gens les voient et qu'ils commencent à arriver même en très petite quantité. Donc je ne pense pas qu'Apple puisse se permettre de rater ça. Et puis, bon, on ne parle que de 20 millions, donc d'écart entre 220 et 240, c'est quoi? C'est 20 patates. 20 patates, c'est rien, ça. Bon, cet iPhone 14, en tout cas les modèles Pro et Pro Max, bénéficieraient de la fonction, en anglais, Always On Display, ça veut dire écran toujours allumé, quasiment sans consommer d'énergie, c'est un peu comme sur l'Apple Watch. Voilà, cette fonction ferait partie d'iOS 16, donc qui sera présentée pour la première fois lundi à la keynote. Mais comme tu le disais... Mais la fonctionnalité ne sera pas présentée. Bah oui, tu le disais Exactement, ouais. dans la quotidienne iWeek, François, il faudra attendre un petit peu pour l'avoir marché. Ben oui. Oui, c'est ça, mais c'est pas moi qui le disais, je crois, mais oui, sans doute. Mais oui, non, ça, de toute façon, c'est comme les nouvelles fonctionnalités qui sont liées au hardware. Bah, il faut attendre que le hardware sorte pour qu'on puisse les évoquer. Mais ça paraît intéressant sur l'Apple Watch, ça fonctionne quand même très bien. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de téléphones Android qui l'ont déjà depuis un paquet d'années. Donc voilà, il y avait déjà la fonction de taper sur l'écran pour avoir les informations. Là, si vous l'avez tout le temps affiché dessus, avec les écrans OLED en plus, ça peut être intéressant. Et la techno OLED, c'était compliqué parce qu'il y avait les fameuses images fantômes si les éléments restaient allumés trop longtemps. Affiché trop longtemps, mais là, c'est réglé, je pense. Donc, ça devrait pas poser de problème. Fabrice ? Ce qu'on pourrait peut-être voir dans iOS 16 à ce sujet, c'est parmi les nouveautés auxquelles on s'attend, c'est Ellie l'évoquait là, justement le remaniement de l'écran de verrouillage, peut-être avec l'affichage de widgets ou de choses comme ça. Peut-être qu'on pourrait enfin changer aussi les deux petites icônes qui sont affichées en bas, la lampe torche et puis l'appareil photo. Ce serait on peut faire un parallèle avec l'écran qui serait justement allumé en permanence. Donc le fait que ce soit affiché en permanence, ce ne sera pas montré à la WWDC, parce que voilà, comme dit François, le matériel n'est pas prêt. En revanche, ce genre de modification, regardez, c'est super, on peut mettre un widget sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage. Alors on serait, ça sert à quoi, puisqu'il faut quand même allumer l'écran pour les voir, jusqu'à ce qu'on nous présente, regardez, c'est déjà prêt. Voilà. Donc ça peut annoncer ça pour iOS 16 par exemple. Troisième rumeur de la semaine, elle concerne le futur processeur A16. Apple aurait choisi de conserver la gravure en 5 nanomètres, comme c'est déjà le cas sur le A15 des iPhone 13. En fait, c'est le M2 qui passerait directement aux 3 nanomètres, donc le M2 des futurs Mac. C'est ce que croit savoir un leaker, un certain Shrimp Apple Pro sur Twitter, qui cite une source plutôt fiable mais sans la nommer. Selon lui, Apple travaillerait aussi, et on est pas mal à le penser, sur une deuxième et dernière version boostée du M1 avec davantage de cœur. On pourrait le retrouver d'ailleurs dans le Mac Pro, peut-être présenté lundi prochain et disponible ensuite dans le courant de l'année. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui concerne le A16 qui en fait
ne serait pas un bond technologique par rapport au A15, et puis de cette variante du M1 potentiellement pour le Mac Pro? Bah, ça, c'est possible. C'est déjà arrivé en fait. Ouais. Par contre, je suis toujours un peu perplexe sur le M2, puisque le M2 est censé être basé sur le A16. Donc le A16 serait en 15 et en 5 nanomètres et le M2 en 3. C'est bizarre. Parce que l'un est basé sur l'autre. C'est ça, ouais. En fait, il semble que ce soit des problèmes liés aux fournisseurs, c'est-à-dire TSMC, qui est le fabricant des processeurs d'Apple notamment, et qui n'a pas réussi à mettre au point sa techno, alors ni celle de 4 nanomètres ni celle de 3 nanomètres. C'est pas prêt, c'est pas suffisamment fiable, il y a encore beaucoup trop de rejets. Alors, j'ai cru aussi comprendre que ce qu'on appelle le 4 nanomètres, c'est du 5 nanomètres un peu amélioré, donc c'est pas tout à fait 4, mais c'est un peu mieux quand même. Et que la vraie révolution, c'est 3 nanomètres, et que ça, ce sera pas prêt. Voilà. Et du coup, le M1 avec des cœurs supplémentaires, ça ressemble à une solution de repli, et donc un peu comme ils avaient fait avec l'A12. Et l'iPad Pro avait une deuxième version d'iPad Pro avait été qui normalement je vais reprendre du début parce que voilà je dis n'importe quoi, non, l'A12 avec les iPhones, et puis il y a l'A12X. Ouais. Donc le processeur avec un X derrière, c'est plus de processeurs, notamment graphiques pour l'iPad, et ils avaient sorti un A12Z avec juste un cœur graphique supplémentaire. Et ça pourrait être ça pourrait être le M1 finalement, on le fait durer un peu plus parce qu'en termes de finesse de gravure, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est TSMC qui n'y arrive pas. Donc c'est assez, ça pourrait être assez logique de faire comme ça. Ellie? Pas mieux. Pas mieux. Bon, bah voilà, on y est. Voilà pour les rumeurs de la semaine. On tourne une petite page et on se retrouve avec toi, François, pour les news Domotic HomeKit, ma maison connectée. Ma maison connectée, tu m'as dit, François, que cette semaine, il y avait quelques petites news, donc on y va. Feu! Oui, alors comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent la version YouTube, chez moi, c'est toujours un peu le Bronx, il y a encore des cartons, vous voyez là. Donc j'ai pas eu le temps de remettre en place toute ma domotique encore, et à mon grand désespoir, c'est une grosse frustration pour moi, je n'ai pas de volet roulant électrique. Et c'est bien dommage, parce que si j'avais eu des volets roulants électriques, je me serais empressé de commander le nouveau produit qui nous est présenté par une petite entreprise qu'on aime beaucoup avec Ellie, qui s'appelle Meros, Oui. qui a présenté dernièrement des interrupteurs pour volets électriques connectés, compatibles HomeKit. Alors il y a une petite spécificité, c'est qu'il faut un fil neutre. Si vous n'avez pas de fil neutre, ça ne pourra pas fonctionner. Mais en fait, ça se présente exactement sur le même principe que les interrupteurs que vous avez pour monter ou baisser vos volets. Si vous avez déjà ça chez vous et que vous avez le fameux fil neutre, et du coup vous pourrez acheter ces petits boutons qui remplaceront en fait ce que vous avez déjà, l'interrupteur que vous avez déjà sur le mur. Et l'intérêt, comme d'habitude, des produits Meros, c'est que c'est vraiment pas cher du tout, parce que ça vaut 29,99 € sur un site de vente en ligne américain qui ne paye pas ses impôts en France, dont je tairai le nom, mais ça commence par AMA et ça finit par Zone. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez un fil neutre et que vous voulez tester, voilà, pour 30 €, vous avez moyen de domotiser HomeKit vos volets électriques. Bah attends, je suis pas électricien, mais il y a toujours un fil neutre, non? Normalement, oui. Normalement, oui, plupart mais des c'est prises, mis en dans la gros plupart fil des neutre prises, oui. requis. Donc, Non, tu peux ne pas avoir de prise de terre, mais un neutre, si t'as pas de neutre, t'as pas de courant. Alors c'est là, ce que je me suis dit, mais je suis pas Il y a deux électricien, fils donc, dans un circuit électrique. Le neutre, c'est l'un des deux. la donc, phase est le neutre, normalement. D'accord. Bah, Mais ça me normalement, semble oui, bizarre. tu as raison. Normalement, il y a la Voilà, phase bon, et le je sais neutre. pas, Donc, c'était- Oui, donc sauf t'as si pas- vous voulez parler c'était d'un ta fil de force. terre. Peut-être C'est- que pour eux, pour les Américains, c'est peut-être peut-être ça. la terre. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, parce que le neutre, s'il n'y a pas de neutre. c'est mis fil neutre en gros sur Amazon. Donc on creusera. Deux autres petites news en passant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais parlé d'un purificateur connecté que j'avais backé sur oui. Kickstarter, le SmartMe Air Purifier. Donc ils ont sorti une version 2. Alors il n'y a pas trop de différence.
Pour l'instant, c'est pas compatible. Enfin, vous le trouvez pas encore sur Amazon en France. C'est dispo qu'aux États-Unis, mais voilà, c'est la grande période des pollens, des allergies. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui passent leur temps à éternuer. Donc l'intérêt de ce genre de purificateur d'air, c'est que ça vous enlève aussi les pollens. Donc n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Il est très bien, j'en suis toujours très content. Et puis la dernière petite news, je vous parle souvent de HomeKit Secure pour la vidéo. On a aussi parlé, je vous le rappelle, il y a des routeurs connectés qui sont compatibles HomeKit Secure Router. Et il y a une marque, je ne sais pas si vous connaissez, alors Fabrice, tu connais peut-être la marque qui s'appelle Unify. Ubiquiti, Unify. Ouais, c'est Ubiquiti, ouais, absolument. Ouais. Ils font des trucs beaucoup pour les pros qui sont très costauds. Ouais. Qui sont très costauds. Ils ont une gamme de routeurs mesh qui s'appelle Amplify Alien. Ça a une tête, c'est un peu pour les gamers, hein. C'est assez spécial. Ils ont un routeur connecté qui est vraiment bien. Vous avez un joli écran dessus. Alors, c'est des produits qui valent assez cher, qui valent quand même entre 300 et 400 euros. Mais le produit va être compatible grâce à un nouveau firmware avec donc HomeKit Secure Router. Donc, l'intérêt, c'est que ça va protéger tous vos produits domotiques qui sont connectés. Il y a les Amazon Hero aussi qui sont compatibles avec le système HomeKit Secure Router. Et voilà pour les petites news de la semaine. Merci François pour ces news domotiques avec HomeKit. Dans un instant, le tuto audio, je vais vous expliquer comment identifier les plantes et les fleurs avec votre iPhone. À tout de suite. Le tuto audio, je vais vous expliquer aujourd'hui comment identifier plantes et fleurs avec votre iPhone. Et là, vous vous dites, il va falloir installer une app et je suis sûr qu'elle est payante. Eh bien, pas du tout. Vous n'avez besoin que de votre iPhone sous iOS 15 puisque tout est lié à l'intelligence artificielle et au machine learning. Vous ne vous en rendez pas compte peut-être, mais à chaque fois que vous prenez une photo, votre iPhone essaye d'identifier son objet, qu'il s'agisse de personnes ou d'un paysage, mais ça marche aussi pour la flore. Vous pouvez reconnaître les fleurs, vous assurer si une plante est vénéneuse ou pas, et ça marche avec un instantané que vous venez de prendre, comme avec n'importe quelle photo déjà dans votre bibliothèque. Alors c'est super simple, on va faire un premier essai. Choisissez une photo d'une plante ou d'une fleur que vous avez prise, qui est donc dans votre bibliothèque, dans votre iPhone. Placez un doigt en bas de l'écran et tirez vers le haut. Alors je cherche toujours la bonne traduction pour swipe, moi je dis plutôt balayer, mais vous pouvez aussi, si vous le préférez, cliquer sur le petit i au bas de l'écran au centre pour faire apparaître cette fameuse fenêtre de recherche. Tout de suite, vous remarquez l'icône en forme de feuille et la mention plante, ce qui montre bien que l'iPhone a identifié que votre photo met en évidence une plante. Moi, j'ai fait l'essai, par exemple, avec un pot de basilic qui est dans ma cuisine. En 2 secondes, quand je clique sur plante, l'iPhone m'affiche basilic et je lis ceci. Le basilic ou basilic romain est une espèce de plante herbacée thérophyte de la famille des Lamiaceae, cultivée comme plante aromatique et condimentaire. Un lien Wikipédia permet d'en savoir plus si vous avez envie. Alors c'est très pratique chez le fleuriste, par exemple, si vous ne connaissez pas le nom des fleurs, ça permet de chercher leur signification dans le langage des fleurs, histoire de ne pas faire une déclaration d'amour à votre belle-mère, ou alors si vous le faites, c'est que c'est volontaire. Si vous le faites sur une photo juste après l'avoir prise, petit détail, la recherche apparaît souvent grisée. C'est juste parce que l'iPhone n'a pas eu le temps d'identifier le contenu de la photo. Dans ce cas, un conseil, revenez sur la photo plein cadre, puis reswipez ou recliquez sur le i, et en général, la deuxième fois est la bonne. Les coups de cœur de la semaine, il y a 2 bons élèves, 2 mauvais élèves. Fabrice, dis-nous tout. Oui, une petite application que j'aime bien et que j'utilise qui s'appelle Monitor Control et qui permet d'utiliser les touches de son clavier sur son Mac pour régler la luminosité de son moniteur, même s'il n'est pas compatible avec la fonction intégrée à Apple. Donc on a tous sur nos claviers, alors on a ça sur les MacBooks naturellement, avec les petits soleils là, pour régler la luminosité de l'écran.
Et puis si on a un iMac, ça marche aussi. Si on a un Mac de bureau avec alors soit le Studio Display naturellement, soit les écrans LG qui étaient vendus par Apple quand il ne faisait plus d'écran. Donc voilà, on peut régler la luminosité avec son clavier. Avec tous les autres écrans, on ne peut pas, sauf si on installe cette petite application qu'on peut récupérer sur monitorcontrol.app, donc monitorcontrol.app. Ça s'installe et il y a en fait toute une flopée de moniteurs qui sont compatibles. Mon LG est compatible avec ça et donc on peut régler la luminosité avec les touches de son clavier. C'est gratuit, ça s'installe, ça reste dans la barre de menu là-haut et il y a quelques petits réglages que vous découvrirez si vous l'installez. Je trouve ça très pratique et je m'en sers tout le temps. Voilà. Super, bah écoute, merci, ça fait une bonne pioche comme on dit. Moi mon coup de cœur c'est, alors vous n'allez pas être content, mais c'est le pack d'expansion gratuit Top Gun pour le Flight Simulator de Microsoft. Bon, j'ai pas de PC donc je peux pas l'essayer, mais je trouve l'idée super chouette. Oui, François ? Je peux te dire que mon beau-père a Microsoft Flight Simulator et a posté une vidéo sur YouTube de ça pour me le montrer et c'est assez impressionnant et c'est très bien fait et c'est vraiment un super jeu. Si vous êtes fan de tout ce qui est aviation, c'est vraiment le jeu à avoir. Voilà, alors en gros, vous avez plusieurs missions supplémentaires, dont une qui consiste à vous poser sur un porte-avions. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, il y a 2-3 trucs sympas en plus. Il y a un avion hypersonique qui peut atteindre la vitesse de Mach 10. Vous avez une mission qui vous envoie faire un vol à la limite de la stratosphère. Voilà, et tout ça est entre guillemets gratuit. Il faut juste avoir le matos, Flight Simulator... donc, faut juste un PC à 7000 €. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça marche sur Xbox aussi, hein. Xbox Series X, S, le Xbox Cloud Gaming ou un PC. Voilà. Profitez-en, c'est pas souvent que je vais prendre un produit Microsoft en coup de cœur, mais je trouve qu'à l'occasion de la sortie du film, ça vaut le coup. Ce qui est marrant, c'est que le pack expansion était prêt depuis longtemps, mais ils ont attendu la sortie du film qui elle-même a été décalée de 2 ou 3 ans, donc voilà. Profitez-en. C'est la fin de cet épisode 93. Je vous rappelle patreon.com/iweek pour profiter de notre bonus exclusif désormais chaque semaine. Un petit bout en plus qu'on enregistre à la fin de l'enregistrement habituel de l'épisode. Et ce bout qui est disponible en vidéo, il est rien que pour vous, les soutiens d'iWeek sur Patreon. Twitter @iWeekNews, ça c'est pour nous suivre et nous retweeter. N'oubliez pas aussi la quotidienne iWeek, notre podcast quotidien, complémentaire, indissociable de la semaine Apple, désormais gratuit et sur toutes les grandes plateformes de podcast. On compte sur vos clics pour vous abonner et suivre la quotidienne iWeek, et puis aussi sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis, vous savez, ces petits mots doux qui sont nos meilleurs ambassadeurs pour dire tout le bien que vous pensez de nous et de cette évolution. Voilà les amis, on se retrouvera la semaine prochaine, jeudi 9 juin pour l'épisode 94. D'ici là, on a une énorme semaine devant nous avec la keynote lundi, iWeek Live spécial dès 18h30 sur iWeek.news, un épisode spécial de la quotidienne iWeek dans la foulée avec le condensé des annonces de la keynote, et puis on se retrouvera jeudi donc pour prendre du recul et pour vous dire tout ce qu'Apple n'aura pas pris le temps ou la peine de révéler pendant la keynote. On a toujours plein d'infos à vous donner avec 48 ou 72 heures de recul. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre soutien, pour les super classements sur Apple Podcast, et on se retrouve donc demain pour la quotidienne et lundi pour la keynote. Salut à tous, bye bye. Salut à toutes et tous. Bye. Bye bye.